Et oui, nous sommes prêts. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Jade FM sur le 99.7 MHz en modulation de fréquence ainsi que sur www.jadefm.fr. Bonjour à vous, Catherine Vasseur, vous allez bien? Bonjour Jim, oui, ça va bien, merci. Vous êtes accompagné de Pierre Desmazures. Bonjour Pierre. Eh bien, c'est important, .fr, c'est ce que Jim voulait nous dire, donc .fr. .fr. Pornic Histoire, une conférence qui s'annonce très intéressante. Comme d'habitude, celle-ci sera présentée par l'historien Guy Sopin et nous allons parler de l'édit de Nantes. Et oui, alors j'ai déjà présenté Monsieur Sopin, qui est un professeur émérite d'histoire moderne à Nantes Université. Il est membre de l'équipe de recherche du Centre de recherche en histoire internationale et atlantique. Il a eu une agrégation d'histoire en 1972. Il a une thèse de 3e cycle de l'Université de Nantes 1981. Enfin, je pourrais continuer. C'est vraiment quelqu'un de très calé, on va dire, dans son domaine. Il a fait une bibliographie, alors qui est en lien avec le sujet, bien entendu. Je vais vous en citer certains livres publiés. Donc, l'édit de Nantes en 30 questions, édition Geste en 97. Nantes au temps de son édit, la crèche, Geste édition en 98. Et le plus récent est 1598, Nantes et son édit, édition Midi-Pyrénéenne de 2022. Voilà, donc en lien avec le sujet de la conférence, vous avez plusieurs livres publiés par Monsieur Sopin. Une date à retenir, celle du 30 avril 1598. Et c'est donc l'acte fondateur signé par Henri IV. Comment est-ce qu'on pourrait le résumer, cet édit de Nantes ? Alors en fait, ça met fin à 36 ans de guerre civile, politique et religieuse en France. Alors ça a été signé à Nantes, l'édit de Nantes de fait. Une guerre entre catholiques et protestants. Catholiques et protestantes, effectivement. Et ça met fin en fait à cette guerre civile qui a duré 36 ans et qui a fait beaucoup de dégâts. Donc. En fait, cette paix de religion reconnaît le catholicisme comme la religion officielle du roi et du royaume et concède des libertés en forme de privilèges donc pour la minorité protestante calviniste. Elle garantit donc aux calvinistes une liberté de culte en certains lieux. Elle interdit le recours aux armes, elle limite la controverse religieuse à la parole et à l'écrit. Donc elle encadre vraiment, comment dire, pour pouvoir apaiser les tensions, elle encadre vraiment les choses. Elle confère des garanties également juridiques, militaires et politiques à la minorité protestante et place l'autorité du roi absolue en arbitrage suprême. Donc lui, c'est le dernier, c'est quand même lui qui tranche en dernier lieu. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore pour l'instant, c'est tout. Ce qui est très intéressant, c'est que lors de cette conférence, Monsieur Guy Sopin présentera les coulisses de la négociation, ainsi que l'impact que ça aura au niveau local et il proposera et national, ouais, et un regard critique également sur l'évolution de la mémoire collective autour de cet événement. Ouais. Mais il faut se rappeler que l'édit de Nantes était la suite d'un massacre, comme il en existe peu en France, qui est le massacre de la Saint-Barthélemy, qui avait eu lieu une bonne trentaine d'années avant et qui avait vu donc des milliers, plusieurs dizaines de milliers de personnes. D'ailleurs, le chiffre n'est pas volontairement connu aujourd'hui encore, ou reconnu. Et donc, c'est à la suite de ce massacre, plus de 30 ans après, qu'Henri IV se rend compte qu'il faut pacifier la France, tant religieusement qu'économiquement, l'un étant la suite de l'autre, qu'il va donc édicter l'édit de Nantes. Voilà. J'ai des images d'un film, La Reine Margot, qui me viennent à l'esprit. Ouais. Avec Isabelle Adjani, oui, absolument. Bien sûr, oui. Il y aura également une autre date à retenir. Cette fois-ci, on part à la fin du XVIIe, 1685. C'est Louis XIV qui, lui, va révoquer l'édit. Voilà, et qui fera la plus belle de ses bourdes, puisque la plupart des protestants à cette époque étaient des habitants urbanisés, les campagnes étant essentiellement catholiques, sauf dans le sud-ouest, mais le reste des campagnes étaient essentiellement catholiques à l'époque. Et donc, en annulant, je suis en train de chercher le bon verbe, en révoquant. Merci Jim. En révoquant l'édit de Nantes, une grande partie des protestants vont fuir la France pour ne pas mourir, tout simplement, se réfugier aux Pays-Bas, puis en Angleterre, puis pour beaucoup aux États-Unis. Le hasard veut que je corresponde avec un Américain qui s'appelle Earl Leavitt depuis une bonne dizaine d'années,
qui n'était pour moi qu'un collectionneur. Et puis un jour, et que je verrai peut-être un jour d'ailleurs en allant aux États-Unis, ce monsieur me dit: je suis d'origine française, protestante, patati patata. Il vit dans le Maine. Donc il avait fui, sa famille a fui, ouais. Donc ce monsieur qui s'appelle Lévite, alors Lévite, le AVI de T, je crois, aucun rapport avec... sauf que sa famille doit être... Alors le nom de sa famille doit être maternel, et donc l'évêque, ça ne vante pas, c'est très drôle pour un protestant. Et donc ça a coûté, et ça continue pendant des siècles, enfin des siècles, il n'y en a pas tant que ça, mais pendant des dizaines d'années à ruiner la France, puisque la bourgeoisie protestante a fui la France, s'est réfugiée, donc, comme je le disais, aux Pays-Bas, puis en Angleterre, et l'Angleterre a reçu un grand coup de pied derrière pour aller peupler les États-Unis, enfin la Nouvelle-Angleterre. Le Nouveau Monde, ouais. Et donc, ça a ruiné une grande partie de l'économie française. Donc Louis XIV, et puis les deux Louis qui l'ont suivi, Louis XV et Louis XVI, n'avaient pas du tout compris ce qu'ils faisaient, en tout cas pour Louis XIV, en écoutant, je crois que c'était Madame de Maintenon, archi-catholique traditionnaliste, comme on dirait aujourd'hui, qui l'a forcé à suivre ses conseils, entre guillemets, et qui a donc poussé les protestants en dehors de la France. Je pensais également je pensais également à deux pays, l'Allemagne et la Suisse, qui ont une population protestante très importante, certainement elles aussi issues de cet exode. Effectivement, quand on parle d'exode, effectivement, il y a... Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes en 1685, mais son père avait déjà restreint et amoindri cet édit, en fait, donc sur un siècle, cet édit qui devait donc réconcilier en fait les religions a été détricoté au fur et à mesure pour être évoqué par Louis XIV en 1685, et effectivement, comme tu disais, Pierre, qui a entraîné la persécution des protestants et l'exil de nombreux huguenots. Donc, pas étonnant qu'on en retrouve également aux États-Unis. J'ai quelques chiffres sous les yeux là, qui proviennent de la source, c'est l'IFOP, une étude qui a été réalisée... la fin de cette étude en 2021, début 2022, qui concerne les religions en France. 51% sans appartenance religieuse, 29% de catholiques, 9% autres chrétiens. Dans les autres chrétiens, il y a 2% de protestants. Il y a également des chrétiens orthodoxes. L'islam, 10%, et les autres religions, 1%. Voilà. Alors, Monsieur Guy Sopin, ce sera à quelle heure et où ? Alors, ça sera à l'amphithéâtre Narcejac à 18h, donc le 11 mars. Et les prochaines conférences, je les annonce ? Je vous en prie. Alors, le 29 avril, on aura le plaisir de recevoir Monsieur Poulard à 19h. Attention, là, ça change au mois d'avril, l'horaire. Alors, je crois que c'est au Val-Saint-Martin, mais j'avoue que je n'ai pas la confirmation. Généralement, ça se déroule là. Ça doit être au Val-Saint-Martin, mais on vous redira ça. Donc, le 29 avril, à 19h, Monsieur Poulard qui nous parlera de l'histoire de la vigne en Pays de Ré et alentour. Le 20 mai, à 19h toujours, Monsieur Corlouer nous parlera du naufrage du paquebot Afrique en 1920. Et le 17 juin, à 19h, Monsieur Le Goff, on clôturera donc la série des conférences pour cette saison. Monsieur Le Goff nous parlera de la Bretagne et la guerre d'Écosse. Voilà. Mais on viendra vous en reparler plus précisément. Oui, on a déjà pris rendez-vous pour le 27 avril. Et le 27 avril, au soir à 19h, on écoutera l'émission qu'on réalisera ensemble sur cette prochaine conférence. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, Pierre ? Je ne vous ai pas entendu beaucoup aujourd'hui, ça me manque. Eh bien, je suis en train d'écouter Jim, je suis ébahi par tant de... Et donc, avec Jim, on est en train donc de préparer une ou deux émissions sur le rock. Vous verrez, et vous, non seulement vous les entendrez, mais surtout vous les entendrez. Ça vous étonnera, je pense. Ça étonnera nos auditeurs, et on veut faire concurrence à des radios bassement locales telles qu'RTL ou Europe. Donc voilà. Et puis pour 10 secondes sur le vin et la vigne dans le Pays de Ré, sujet qu'on avait déjà traité il y a longtemps quand on a commencé à faire des conférences. Je l'ignorais, n'étant pas porniquais comme d'ailleurs Catherine ou Jim. Et donc, si vous vous promenez dans les coteaux, puisque Pornic est essentiellement bâti sur des coteaux, de temps en temps, vous verrez un pied de vigne au coin d'un mur ou près d'une maison. Rue Mermoz, il y a encore quelques vignes rue Mermoz. Ce sont souvent d'ailleurs... À l'entrée de la rue Mermoz, près du rond-point du Sentier, il y a encore quelques vignes. Voilà. Donc, ce sont souvent les restes d'immenses plants de vignes qui donnaient... du muscadet ou autre chose. D'ailleurs, au Porto, vous avez le lotissement des vignes, puisque le lotissement entier a été bâti sur des vignes. Ah oui. Et j'ai vu, quand je suis arrivé ici avec ma famille, il y a une vingtaine d'années, pas mal de
plants de vignes qui depuis ont été dessouchés malheureusement. Mais enfin bon, il aurait fallu les entretenir autre temps, autre heure. Mais voilà, une grande partie de Pornic au 19e siècle et une grande partie du 20e siècle vivait de la viticulture, puisque c'est le mot, et donc produisait du muscadet de plus ou moins bonne qualité. Mais ça, c'est autre chose. C'est aux viticulteurs de faire leurs preuves dans ce cas-là. Et puis donc, je vous rappelle que la prochaine fois, Jim essaiera de nous passer. Et là, il me regarde et il me dit, mais non, je vais essayer de le passer aujourd'hui. Voilà. Voilà. Et ça vous fera rêver pour passer un bon après-midi. Et je vous dis, et nous vous disons à bientôt pour de prochaines aventures. Voilà. Merci à vous deux. En tout cas, je recevais aujourd'hui Pierre Desmazures et Catherine Vasseur pour Pornic Histoire, prochaine conférence de Guy Sopin. J'ai déjà oublié la date, Catherine, et l'heure. Le 11 mars, c'est après-demain, 18h. Théâtre Narcejac. À bientôt, merci à vous. Short trip, the music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman.